On va faire l'exemple 4. Alors, il nous demande ici, pour la poutre qui est montrée ci-dessous, trouver l'état des contraintes au point H et K. Et il identifie où on doit trouver les contraintes. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est on doit trouver nos réactions et nos forces internes. Alors, je vais faire ça avant les propriétés géométriques. Alors, ici, ce qu'on a, c'est un pin. Et ici, OK, ça c'est comme dans les vraies structures. Lorsqu'on fait l'analyse dans notre cours, dans votre cours précédent, toujours on fait des idéalisations pour les supports. Alors ici, ça c'est une vraie poutre dans une structure. Dépendamment de comment on connecte la poutre, ça va être pin ou fixe. OK? Alors ici, par exemple, s'ils mettent trois boulons, probablement ça va être pin parce que la poutre va être capable de avoir une rotation au support. OK? Mais ici, on met beaucoup plus de connexions. Alors, on met des soudures, on met beaucoup plus de boulons, ça peut devenir fixe. OK? Alors, ça, c'est des choses, alors on doit faire des idéalisations lorsqu'on analyse les structures réelles. Mais ici, on peut supposer ça, c'est pin. Et juste pour être capable de l'analyser ici, on va supposer que ça, c'est roller. OK? Mais c'est pin, pin, pin. Vous pouvez mettre roller ou pin. Il n'y a pas de force axiale, alors ça va pas être difficile de trouver les réactions. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est trouver les réactions. Je vais ce qu'on peut faire ici. Alors, on peut mettre nos réactions inconnues. Moi, je suis à la page 8 des exemples 9.1. Alors, on a AY ici. On a AX ici. Et on a BY ici. Si vous voulez mettre un BX, c'est aussi correct. Mais comme j'ai mentionné, il n'y a pas de force axiale. Alors, les AX et le BX, ça va être zéro. Alors, ce qu'on va faire ici, on va prendre la somme des moments de A pour trouver les réactions. Alors, si je prends la somme des moments du point A égale zéro, je vais enregistrer, j'ai oublié. OK, c'est correct. Alors, si je prends la somme des moments du point A, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 80 multiplié par 3 multiplié par 1,5. Ensuite, j'ai la force de 60 kN, moins 60, c'est 4 mètres. 4,5 mètres. Et ensuite, plus BY multiplié par 6 égale zéro. Si vous faites ça, vous devriez trouver que BY est égal à 10,5 kN. Ensuite, on va faire somme des forces en Y égale zéro. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les forces en Y? J'ai moins 240, moins 60, plus AY et plus le BY qu'on vient de trouver, c'est 10,5 equals 0. On va trouver que AY est égal. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai 195. Où est-ce que ça vient, ça? Oh non, ça c'est 105. Je m'excuse. Ça, c'est 105.
Ça, c'est 105. Dans la réaction BY est 105. Si je fais ça, je vais trouver que AY est égal à 195 kN. Les deux sont vers le haut, comme ça. Et le AX, c'est 0. OK? Ensuite, on doit trouver les forces internes pour aux sections demandées. Alors, on va voir sur la page, je vais le faire sur la page suivante, mais on doit faire une coupe ici pour trouver les forces internes à ce point et une coupe ici pour trouver les forces internes à ce point. Ok, je vais dessiner le diagramme VM, mais on n'a pas besoin de ça parce qu'on nous demande de trouver l'état des contraintes à des points spécifiques. Ok. Dans la semaine 8 et la semaine 7, on voulait normalement trouver les contraintes à la section critique. Alors, c'est pourquoi on a dessiné le diagramme VM. Ici, il nous demande à un point spécifique. Alors, on va dessiner le diagramme VM quand même, mais on n'a pas besoin de ça. Ok, alors, si je mets mes réactions, alors ici, on avait trouvé combien? Ça, c'était 195. Ici, ça, c'est 105. Ok, alors si je dessine mon diagramme V en kilonewton, on va juste ajouter les valeurs. Ça, c'est 195. Euh, et à ce point, si je trouve cette résultante, ça, c'est mon delta V. C'est moins 240. Alors, je vais descendre de 240. Je vais arriver à moins 45. Ensuite, je reste à moins 45. J'ai la force de 60 kN. Ça va devenir moins 105. Et ensuite, on a notre réaction de 105. Alors, ça va fermer à zéro ici. OK, donc ça, c'est notre diagramme V. Donc, pour le diagramme M, c'est comme d'habitude, on doit trouver les delta M. Je vais juste vous donner les valeurs et vous pouvez le vérifier plus tard. Alors, ici, toujours, le M, il commence à zéro. Si je calcule l'air, ici, j'ai besoin de cette distance. C'est quoi la distance ici? Qui peut me dire? Hmm? 1 mètre? Non, la distance où le V coupe à zéro. OK, comment je vais trouver ça? On doit faire moins. C'est 2,44, c'est ça? Vous avez trouvé ça? OK. L'exact, c'est 2,375 que j'ai ici. On va juste faire 195 moins 80x equals 0. OK, j'ai 195, j'ai une charge distribuée de 80 kN par mètre. Alors, je vais juste faire ça pour trouver cette distance. J'ai besoin de cette distance pour calculer le delta M. Alors, si je fais le delta M ici, je pense vous allez trouver quoi? On fait 195, 2, 4, 3, 7, 5. 237,66, c'est quelque chose comme ça. Alors, on va trouver 237,66. OK, vous pouvez continuer de la même façon. Je vais juste vous donner les valeurs ici. Alors, ici, ça va devenir 225. Ici, ça va être 157,5. Et ensuite, ça devrait fermer à zéro approximativement. Alors, ça, c'est mon diagramme M. OK? Qu'est-ce qu'on veut ici dans cette question? On veut trouver les forces à ces points. OK, alors comment on va le faire, ça? On doit faire une coupe pour trouver ces forces. Right? Alors, si je prends ça, si je prends cette première section pour notre point H, OK? Alors, je vais mettre mes
Type de force interne en 2D. Si on n'a pas de torsion, il y a trois types de force interne NVM. On doit les mettre selon notre convention. Alors, on va mettre N comme ça, le V comme ça et le M comme ça. OK, alors, si je fais somme des forces en X égale 0, je vais trouver que N equals 0. OK? Ensuite, si je fais sum of forces in Y égale 0, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est 80 kN/mètre. Alors, je vais avoir 195 moins 80 multiplié par 1 moins V equals 0. Je vais trouver que V est égal à combien? Plus, qu'est-ce que je trouve? Plus 115, c'est ça? OK. Ensuite, on peut prendre la somme des moments de la coupe equals 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Alors, on a 195, non, yes. Yeah. Moins 195 multiplié par 1, yes. Ensuite, plus 80 multiplié par 1 multiplié par 0,5 plus M equals 0. Si je fais ça, je vais trouver que M est égal à plus 155 kN/mètre. OK? Alors, si on regarde notre diagramme V, on peut vérifier ça. Alors, ici, c'est ce qu'on vient de trouver ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme V? On a trouvé 115 kilonewtons. Est-ce que je peux le vérifier? Si, si je fais 195 moins 80 multiplié par 1 mètre, je vais trouver 115. Alors, c'est vrai ici qu'on a 115. Et pour le M, si on calcule l'air sous le diagramme V ici, on va trouver le 155 qu'on a trouvé ici. OK, alors ça, c'est pour le point H. Ensuite, pour le point K, je dois faire la même type d'analyse. Alors, pour le point K, je peux soit prendre le DCL de gauche ou de droite, mais je vais choisir celui qui est plus simple pour moi. Alors, dans ce cas, celui qui est plus simple, c'est sûrement celui qui est à droite. Ceux qui sont venus en retard, on est à la page 8. Pas la page 8, on est page 8. Oui, page 8, des exemples 9.1. OK, alors pour le point K, je vais prendre le DCL de droite. OK, je vais faire attention d'utiliser ma convention pour les forces internes. Alors, on a N comme ça cette fois. On a le V vers le haut et on a le M comme ça. OK? Alors, si je fais, ça c'est pour le point K. Si je fais somme des forces en X égale 0, je vais trouver que N égale 0. Si je fais somme des forces en Y equals 0, je vais avoir V moins 60 moins 105 equals 0.
Alors, V est égal ici dans ce point, ça devrait être moins 105 kN. Si je prends la somme des moments de la coupe equals 0, et si je fais somme des moments de la coupe égale 0, je vais avoir moins M moins 60. C'est quoi cette distance ici? C'est 0,5 mètres, ça. Deux? Oui. C'est plus 105. Ah oui. Oui, parce que c'est vers le haut. OK, plus 105. Oui, OK. Excuse. Oui, OK. Alors, c'est moins 45, c'est ça? Yes. V moins 60 plus 105. Exactement. Yes. OK. Alors, on a moins 45. Ensuite, si je fais somme des moments, j'ai moins M moins 60 multiplié par 0,5 plus 105. Ça, c'est distance de 2. Donc, si on fait ça, c'est correct. Je devrais trouver M est égal plus 180 kN/m. OK, alors, si on regarde notre diagramme M, diagramme V, on a trouvé en effet ici que c'est moins 45 kN, c'est correct. Et pour le diagramme M, on a trouvé 180 euh, kN/m. OK? Donc, comme je vous ai mentionné, vous n'avez pas besoin de dessiner le diagramme VM, mais ici, on a juste dessiné ça pour montrer que c'est ce qu'on trouve dans le diagramme. OK? Il faut faire les coupes pour trouver les forces internes. OK. Ensuite, on va trouver nos propriétés géométriques. On a terminé ici pour que je monte. OK. Alors, pour les propriétés géométriques, c'est quoi les propriétés géométriques normalement qu'on a besoin? Alors, on a l'aire de section, ça c'est utilisé dans le segment axial. On a le moment d'inertie IZ, ça c'est utilisé dans le segment de flexion et c'est aussi utilisé pour le V. On a le premier moment d'air, ça c'est utilisé dans le V. Et on a le moment d'inertie polaire, ça c'est utilisé dans les contraintes de cisaillement. Pas V, je veux dire contraintes de cisaillement due à V. Et ici, ça, c'est dans les contraintes de cisaillement dues à la torsion. OK, alors dans ce problème, on n'a pas des forces axiales, alors on n'aura pas besoin de l'aire de section, mais on a des contraintes de flexion et des contraintes de cisaillement dues à l'effort tranchant. Alors ça, c'est les deux propriétés géométriques. La première, on va la calculer au début parce que ça va être utilisé pour n'importe quel point dans ma section, c'est le même moment d'inertie. Alors que le premier moment d'air, ça varie dépendamment du point où je veux trouver la contrainte de cisaillement. Alors, je vais trouver le moment d'inertie IZ. Encore une fois, ici, on peut utiliser notre truc parce qu'on a une section doublement symétrique. Alors, si je prends la section ici, externe,
Les dimensions de celle-là, c'est 200. La base ici, c'est 200. 200 multiplié par 350 cubes sur 12. Ensuite, si j'enlève ce rectangle interne ici, je vais avoir, il faut voir la figure, ça c'est 200 comme base. Et la hauteur, on a 350 et les épaisseurs des ailes, c'est 16. Alors si je fais 350 moins 2 fois 16, je devrais avoir 318. Ensuite, je vais ajouter cette partie ici. Alors ici, on a une base de l'épaisseur de l'aile, c'est 9 millimètres. C'est la base, et 318 pour la hauteur. OK, normalement, on doit utiliser notre théorème des axes parallèles. J'ai répété ça comme beaucoup de fois maintenant. Normalement, on doit utiliser notre théorème des axes parallèles. OK, ici, j'avais choisi comme l'élément 1, l'aile en haut, le web comme élément 2 et l'aile en bas, élément 3, je dois utiliser ce théorème des axes parallèles. Mais comme j'ai choisi les sections comme ça, toutes les D sont 0 ici pour ce problème. Alors, on va juste avoir les A et Z ici. Alors, c'est pourquoi on a pu le calculer sur une ligne. Mais faites attention, on a vu ça dans les semaines précédentes. Par exemple, si j'ai une section au T ou quelque chose comme ça, je dois utiliser le théorème des axes parallèles. OK, le D dans ce cas ne serait pas 0. Alors, faites attention. C'est clair? Alors, on a nos propriétés nécessaires. Alors, on va maintenant poursuivre pour calculer l'état des contraintes. OK. Alors, ici, on a trouvé toutes nos forces internes. Ici, ils ont corrigé les directions, mais on avait trouvé pour le point H, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Pour le point H, on a trouvé que n égale 0. On a trouvé que V est égal à plus 115 kN et on a trouvé que le M est égal à plus 155 kN/m. C'est quoi l'autre type de force interne qu'on peut avoir en 2D? C'est la torsion. Dans ce problème, c'est 0. OK, alors vous pouvez le mettre juste pour vous rappeler qu'il y a aussi la torsion en 2D. Ensuite, pour le point K, on a trouvé que n égale 0, V est égal à combien? Moins 45, c'est ça? Moins 45 kN. M, c'est plus 180 kN/m et le T encore est égal à 0. OK? Alors, maintenant, je peux trouver l'état des contraintes au point H. Encore une fois, c'est quoi les types de contraintes qu'on peut avoir? Pour les contraintes normales en 2D, c'est quoi les deux types de contraintes? Une qui est axiale et l'autre, c'est dû à la flexion. OK? Pour les contraintes de cisaillement, on peut avoir une contrainte de cisaillement due à l'effort tranchant et une contrainte de cisaillement due à la torsion. Dans ce problème, on a une contrainte de flexion, on n'a pas de contrainte axiale et on a une contrainte de cisaillement. OK? Mais si on avait les quatre, on doit considérer les quatre. OK? Alors, on va calculer ça. Alors, pour
La contrainte normale, on a juste la contrainte axiale, contrainte de flexion. Alors, je suis au point H. Donc, je vais utiliser ma formule, moins M, Y, H sur A et Z. Alors, moins le M, on avait trouvé, c'est 155 kN/m. Alors, ça, c'est 155 Nm. Le YH, on va de l'axe neutre. OK, ça, c'est une autre chose parce que la poutre est doublement symétrique. Notre axe neutre est ici. Et ça, c'est l'axe Z. Alors, dans ce cas, je vais en bas de l'axe neutre de 35. Alors, notre Y va être moins 35 mm. Et le IZ, on avait trouvé, c'est 202,74 10 à la 6 millimètre 4. Est-ce que je vous avais donné ça? Et il est ici. Ok, alors ça, c'est d'où on obtient ça. OK, alors si vous faites ça, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 27 MPa et ça va être en tension. Si j'avais une contrainte axiale, je vais l'ajouter, comme on a vu dans les exemples web en ligne. Il y avait un exemple où on avait un poutre et un câble. Le câble a généré une contrainte axiale et on avait aussi une contrainte de flexion. On a ajouté les deux pour trouver la contrainte nette normale. Et alors, il faut faire attention. Même chose dans cette poutre. Si j'avais une force horizontale ou une force inclinée, la contrainte axiale ne serait pas zéro. Alors, on calculerait la contrainte axiale et on ajouterait à la contrainte de flexion. OK? OK, juste pour se rappeler, ici, on peut dire contrainte axiale égale N sur A, c'est égal à zéro. OK? Ensuite, pour les contraintes de cisaillement, on a encore deux types de contraintes de cisaillement. Celle qui est due à la torsion est égale à zéro, mais celle qui est due à l'effort tranchant, c'est ça. OK? Alors, ici, j'ai besoin du premier moment d'air au point H. OK? Comme j'ai mentionné, le premier moment d'air va varier dépendamment où on veut trouver la contrainte sur la section. Alors, on doit le calculer pour chaque point. Alors, ici, je suis au point H. Je vais passer une ligne ici au point H. Je peux soit prendre l'air en haut ou en bas, mais on a mentionné celle qui est en bas va être plus facile à calculer, alors celle qui est en jaune. Alors, si je fais celui-là, qu'est-ce qu'on trouve pour QH? Ça, c'est 200 et ça, c'est 18. Alors, j'ai 200 multiplié par 18. Et c'est quoi la distance jusqu'à ce point? Cette distance, c'est 175. 175 moins l'épaisseur de la poutre, c'était combien? 16, pas 18, 16 aussi. 175 moins 8, on est d'accord? Alors, 167. Ça, c'est pour le premier élément. Ensuite, j'ai plus 9 multiplié par, c'est quoi la hauteur de l'élément ici en jaune, vertical? C'est 175 moins 16 moins 35, c'est ça? 124, OK? 124. Alors, je vais prendre 124 divisé par 2 plus 35, 97. On est d'accord ou non? Qu'est-ce qu'on trouve? 200 multiplié par, on a dit 16, c'est ça?
$642 652. OK? Millimètres cubes. OK, alors la contrainte de cisaillement est égale. Qu'est-ce qu'on avait trouvé pour V? On avait trouvé pour V, c'était moins 115, plus 115 ou plus 115? 115 kilonewtons, alors 115 10 à la 3. Le premier moment d'air, on vient de le trouver, c'est 652 millimètres cubes. Ensuite, le moment d'inertie, c'est 202,74 10 à la 6. Et l'épaisseur, c'est l'épaisseur de la section où je veux trouver cette contrainte. C'est quoi l'épaisseur que j'utilise ici? C'est 9 millimètres. Alors, si vous faites ça, vous devriez trouver 40,5 ampères. OK? Alors, ici pour le contraint de cisaillement V, on a vu le truc pour savoir c'est quoi la direction des flèches des contraintes de cisaillement. On doit trouver, voir notre V. Notre V, il était quoi dans notre poutre? Il était positif ou négatif? On avait positif ou négatif pour le V interne? On avait V positif. Right? Ici, V est égal à plus 115. Alors, si le V est positif, la direction des flèches devrait suivre la convention de V positif pour les contraintes de cisaillement. Alors, j'ai ça. Alors, ça, c'est pourquoi vous allez voir ici. On met ça vers le bas ici, ici vers le bas. Tout le monde a vu ça? OK? Et pour les coins, toujours les flèches vont se rejoindre ici. Alors, ça, c'est pour la contrainte de cisaillement. Et ça, c'est pour la contrainte X normale. C'est 27,27 MPa en tension. Alors, c'est pourquoi j'ai mis les flèches qui sortent de l'élément. OK, on va faire maintenant le point K. C'est clair ça? Tout le monde a compris comment j'ai fait? OK. Alors, pour le point K, c'est 0, j'ai moins. Le M interne, c'était combien? 180. Le Y au point K, c'est combien pour le Y au point K? Qu'est-ce que je vais avoir pour Y? Qu'est-ce que je mets pour Y pour le point K? OK, je vais en haut, alors je vais faire plus 75 millimètres divisé par 202,74 10 à la 6 millimeters 4. Je vais trouver cette fois moins 66, moins 66,6 MPa. Alors ça, c'est de la compression. OK? Ensuite, pour la contrainte de cisaillement, on a deux types encore. On a celle qui est due à la torsion, elle est égale à 0. Pour la contrainte de cisaillement V, c'est la formule qu'on a vue avant. Mais maintenant, je dois calculer Q au point K. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Q au point K? Essayez de le calculer, juste pour voir. Est-ce que je vais obtenir la bonne réponse? Essayez ici pour le point K. Alors, on veut trouver la contrainte de cisaillement ici au point K. On va prendre cette partie en jaune. Alors, je veux que tout le monde essaye de trouver le Q ici.
Bien, on veut que tout le monde essaye et je vais vous dire la réponse. Hein? Je sais. J'ai fait une erreur quelque part. OK. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'était combien? 22 852. Oui. Tout le monde a trouvé ça? Yes? OK, la façon que j'ai fait est là-bas. Alors, 200 multiplié par 16 multiplié par 167 plus 84 multiplié par 9 multiplié par 117. OK? Alors, notre contrainte de cisaillement est égale à, cette fois, on a 45 kilonewtons. Alors, 45 10 à la 3 newtons. Le Q, on vient de le trouver, c'est 622 852 millimètres cubes. Le I, c'est 202,74 10 à la 6. Et le T, encore une fois, il est égal à 9 millimètres. Si vous faites ça, vous devriez trouver 15,36 MPa. OK, cette fois, le V est quoi? Il est positif ou négatif pour celui-là? On avait trouvé un V négatif, c'est ça? C'était moins 45 kilonewtons. Alors, je vais suivre. Vous vous souvenez quand on a fait la convention pour l'effort tranchant, on a dit V positif. Dessinez pas ça. V positif, c'était comme ça. Mais dans ce problème, on a V négatif. Alors, ça va être l'inverse que ça. Que ça. Donc, je vais le mettre comme ça. C'est clair, ça? Donc, ça, c'est pourquoi vous pouvez voir ici, ils ont mis le V comme ça. Le contrainte de cisaillement comme ça. Alors, ça, c'est la contrainte de cisaillement qu'on vient de trouver. Et ici, on a la contrainte X. Elle est en compression. Alors, c'est pourquoi je mets la flèche qui va vers la section ici. Et encore une fois, pour les flèches, toujours, il doit y avoir l'équilibre pour les contraintes de cisaillement. Ils sont sur toutes les surfaces. Alors, ici, toujours, après que je place les deux premières flèches sur les faces verticales, pour les faces horizontales, toujours au coin, les flèches vont se rejoindre comme ça. C'est clair? OK. Donc, ça, c'était ce problème. On va faire un couple d'autres.
OK. Est-ce qu'on a terminé ici? C'est bon? OK. OK. Disons qu'on nous demandait, je ne vais pas le résoudre pour vous, mais disons qu'on nous demande maintenant, trouver OK, la contrainte de cisaillement max. AV max. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on avait ici, si je reviens, qu'est-ce qu'on avait comme notre Vmax, sinon notre problème. Ça, c'était 195 et ici, ça, c'était moins 105. Alors, ici, qu'est-ce que je devrais utiliser? Je vais utiliser V est égal à Vmax et je prends la plus grande en valeur absolue. Ok, alors, pour le V, on a dit on ne s'inquiète pas du signe, donc 195 kN. Et pour trouver la contrainte de cisaillement max, comment je vais la trouver? Ok, si j'examine ma section, ça, c'est pas dans vos notes. OK? Alors, ici, pour la contrainte de cisaillement max, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser contrainte de cisaillement max égale à VQ max sur IT. Alors, Q max, je vais les calculer où? À l'axe neutre. Et je vais prendre comme mon R ici, ça. Alors, ici, pour trouver Q max, il est égal à sum of AI, YI. Je vais utiliser cette région ici. OK? Si on nous demande de trouver la contrainte sigma max en compression et en tension en considérant toute la poutre. Dans ce cas, je dois aller dans mon diagramme M. Je vais voir si où mon M max, il va être ici. M max est égal à combien? On avait 237,76 kN/m. Alors, dans ce cas, on va utiliser M max égale 237,66 kN/m et on va utiliser Y est égal à C haut et C bas qui est égal à quoi? 175 mm et C bas qui est égal à moins 75 mm. OK? Si j'avais M max positif et M max négatif, on doit considérer les deux. OK? Pour cette poutre, parce qu'elle est doublement symétrique, en effet, le plus grand des max va contrôler. Si la section n'est pas doublement symétrique, il faut faire attention de faire le calcul avec le max positif et le max négatif. Et alors, ça, c'est ce qu'on avait vu dans la semaine 8 et 7. Et alors, c'est juste pour un rappel sur ça. C'est clair, ces exemples?
Alors, il y a deux exemples supplémentaires à la fin ici, on va les faire, mais ils ne sont pas dans les notes. Alors, vous aurez besoin d'une feuille pour le faire. Donc, on va faire ces exemples ici. Juste une correction ici dans ceux qui ont les notes de cours. Ça, c'est 36 kip inches ici. On va faire ce premier exemple. Et quelques feuilles de plus. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une feuille de papier? C'est correct? OK. Alors, on va faire ce premier exemple ici. Et les réponses sont données, mais juste aussi corriger, j'ai pas mis les bonnes unités ici. Ça, c'est KSI. Ça, c'est KSI. Toutes les unités ici, c'est KSI. OK? Et ça, c'est la réponse. Alors, on va voir, est-ce qu'on obtient la même réponse que ce qu'il mentionne ici? Faire ce problème ici. OK? Alors, on veut trouver les contraintes, l'état des contraintes au point A et B à la section qui est montrée. Ici, c'est les unités impériales. OK? Là, ça, c'est toutes les imperial units. Ça, c'est 9 inches. Ici, il ne nous donne pas la distance. On va voir, on n'a pas besoin de ça pour trouver les forces internes. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est trouver normalement nos réactions. Alors, ici, on a de la torsion. Ça, c'est un moment de torsion. Faites attention. Alors, ça, c'est 36 kip inch. On le représente par une double flèche. Double flèche, ça veut dire que c'est un torque. OK? Alors, on peut trouver nos réactions. Alors, ici, ça, c'est... on ne peut pas actually trouver les réactions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné toutes les distances. Mais on va voir, on va être capable de trouver les forces internes. Parce qu'il manque une distance ici. Tout le monde a vu? On manque une distance. Alors, on ne peut pas trouver les réactions. Mais ce que je vais faire, je peux prendre ce DCL ici. Je vais le faire avec deux options. Donc, ce DCL ici. Alors, si j'utilise l'équilibre, ok, même sans faire de calcul, il faut faire les calculs. Mais si on applique l'équilibre, ici, je vais avoir un V qui est comme ça, de 1,5 kips. Pour le N, on n'a pas de N. Alors, il n'y a pas de N. Pour le moment interne, qu'est-ce qu'on va avoir comme moment interne? Qui peut me dire? C'est quoi le moment ici? Ça va être combien? Ça va être de cette direction pour avoir l'équilibre. Ça va être combien? Quoi ça? Le moment? 13,5 kip inches. Comment je l'ai obtenu? J'ai juste fait 1,5 multiplié par 9 inches. J'ai obtenu le 13,5 kip inches. Oups. C'est clair? Comment j'ai obtenu ça? Si je fais, right? Si on veut le faire rapidement ici. Sum of forces x equals 0, je vais trouver que n égale 0. Si je fais sum forces y égale 0, je vais avoir minus 1,5 kips plus v égale 0 sur v est égal à moins 1,5 kips. Si je fais sum of moments equals 0, je vais avoir, OK, selon ma convention, le m devrait être, comment? On va trouver négatif. Mais selon ma convention, lorsque je le mets, c'est comme ça, right?
Donc, je mets le M comme ça, mais on va le trouver, c'est négatif. Donc, si je le mets comme ça pour commencer, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins M moins 1,5 multiplié par 9 égale 0. Alors, je trouve que M est égal à moins 13,5 kip inches. Alors, c'est pourquoi je l'ai mis du sens que vous voyez. On est d'accord? OK. Ensuite, pour la torsion, sum of torques equals 0. Si je mets mon torque pour débuter comme ça, on va avoir moins T moins 36 equals 0. Alors, le torque est égal à moins 36 kip inches. Alors, il en effet peut être comme ça. OK? Alors, ça, c'est les forces internes. C'est quoi une autre option? On va voir, on va l'utiliser dans les problèmes 3D. C'est juste pour les problèmes simples comme ça. Mais pour les problèmes 3D, et ce problème ici, exemple simple, ce que vous pouvez faire, c'est juste prendre la force ici et la transférer ici. Alors, je vais juste transférer toutes les forces externes au point où je veux calculer. Alors, ici, on va voir comme ça. OK? Pour le torque, on va avoir ça. Pour le moment, même chose. Alors, je dois faire attention. On a une force avec une distance. Alors, ça va générer un moment. Alors, ça va générer un moment comme ça, négatif. S,5 kip inches. OK, et axial, c'est equal 0. OK, alors je peux le mettre ici, juste pour me rappeler. Celui-là est négatif. This one is negative. OK, alors ça, c'est mes forces internes. Ensuite, on va trouver nos propriétés géométriques. Alors, si on avait un cercle comme ça, avec un diamètre, l'air, ça serait juste pi sur 4 d au carré. Si on a un cercle avec un diamètre externe, ici c'est 2,5 inches, et diamètre interne, c'est 2,25 inches. Alors l'air ici, c'est pi sur 4 d au carré moins d au carré. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 0,9327 inches carrés. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le moment d'inertie. Le moment d'inertie pour un cercle, vous pouvez aller dans les tableaux, mais c'est combien? C'est pi sur 64 d à la 4, toujours. OK? Pour x, pour y, pour les deux axes. Alors ici, ça va être pi est égal à pi sur 64 d à la 4. Faites attention, d à la 4 moins d à la 4. Si vous faites ça, vous allez trouver, c'est 0,6594 inches à la 4. OK? Pour moment d'inertie polaire, c'est quoi la formule pour moment d'inertie polaire d'un cercle? On a vu ça dans la torsion. C'est pi sur, il se souvient, 32. Et faites attention. Pour moment d'inertie horizontale ou verticale, c'est pi sur 64. Pour moment d'inertie polaire, où on avait vu le symbole J.
OK, dans les tableaux, vous allez voir ça. Ça, c'est polar moment of inertia. C'est cette formule. Alors ici, le moment d'inertie polaire, ça c'est utilisé dans la torsion, c'est pi sur 32, d à la 4 moins d à la 4. Si vous faites ça, vous allez trouver 1,319 inch à la 4. OK? Pour moment d'inertie polaire max, pas moment d'inertie polaire, pour le Q max, pour un cercle, vous pouvez le calculer. OK? Mais ça va toujours être combien? Donc, si vous avez un cercle, juste rappelez de cette formule. Pour le premier moment d'air max, alors à l'axe neutre, c'est quoi le premier moment d'air? C'est juste ça. Vous pouvez le calculer, prendre l'air, multiplier par Y, mais c'est très long. Alors, juste utiliser ça. C'est D cube sur 12. OK? Même chose si j'ai un cercle avec un vide ici et je veux calculer le Q max à l'axe neutre, c'est juste D sur cube moins D sur cube interne sur 12. Alors, ça me donne quoi? Ça me donne 0,3519 inch. Les unités, c'est cube. C'est clair? OK. Ensuite, on peut maintenant trouver les contraintes. Alors, pour les contraintes au point B, OK. Alors, le point B, il est en haut ici. OK? Alors, on va faire attention. Pour les contraintes axiales, normales, on a deux types. On a une contrainte du axial. Ça, c'est N sur A. Est-ce qu'on a une force axiale dans ce problème? Non. Alors, c'est égal à zéro. Mais s'il y avait une force axiale, on devrait le considérer. L'autre, c'est dû à la flexion. Alors, moins M, Y sur I. Alors, le moment, on avait trouvé un moment négatif de 13,5 kip inch. Ensuite, le Y jusqu'au point B, l'axe neutre ici pour notre cercle, il est ici. C'est notre axe Z. This is Y. Alors, notre Y jusqu'au point B, c'est combien? C'est combien notre Y au point B? Si notre diamètre externe est de 2,5 inches, c'est 1,25 inches. Le moment d'inertie, on va faire attention, on doit utiliser le moment d'inertie de l'axe Z. Alors, c'est 0,6594 inches à la 4. Si vous faites ça, vous allez trouver que c'est 25,6 KSA. Est-ce que c'est tension ou compression? Qu'est-ce qu'on trouve? Moment est négatif. Alors, en haut, on devrait avoir de la tension et c'est ce qu'on trouve. Et on se souvient pour negative moments, pour negative moment, on a dit on va avoir de la flexion comme ça. Alors, on va avoir de la tension en haut et c'est ce qu'on a trouvé, c'est de la tension en haut. OK, ensuite, pour la contrainte de cisaillement, OK, il y a une qui est due à l'effort tranchant et une qui est due à la torsion. Alors, pour la contrainte de cisaillement due à l'effort tranchant, elle est égale à quoi? Dans ce problème, au point B, c'est équal to what? Au point B, est-ce que je dois le calculer?
Est-ce qu'il y a une valeur pour la contrainte de cisaillement au point B due à l'effort tranchant? Non. Pourquoi? Parce que c'est aux fibres extrêmes Q equals 0. Et on a vu. Au axe neutre, on a Q max. Aux fibres extrêmes, pour les contraintes de cisaillement, ils sont nuls. OK? Mais on a une contrainte de cisaillement due à la torsion, c'est T multiplié par R divisé par IP. Alors, notre torque ici interne, c'est 36 kip inches. Le rayon ici, il est de combien? 1,25 inches. Moment d'inertie polaire, c'est 1,319 inches à la 4. Alors, si je fais ça, je vais trouver, c'est 34,1 KSI. OK, pour le torque ici, on avait trouvé, on doit revenir dans la théorie et l'exemple web. J'ai expliqué comment trouver la direction du torque interne. OK, on doit regarder ici la double flèche. Elle va comme si je utilise ma main droite, je mets mon pouce dans la direction de la double flèche. La rotation va être comme ça. Donc, ça va être vers le haut sur la face de droite. Donc, ça devrait être comme ça, pour les flèches ici. Up, down. OK? Alors, pour le point B, on peut faire notre sommaire. On a trouvé une contrainte normale de 25,6 KSI, c'est tension, alors je vais la mettre comme ça. Ensuite, pour les contraintes de cisaillement, j'ai ça ici sur cette face, comme ça. Et ensuite, comme on a dit, au coin, toujours les flèches vont se rejoindre. Alors, je vais avoir comme ça. Ça, c'est pour le point B. Si on fait ensuite pour notre point A, OK, encore une fois, on va voir contrainte X, une qui est axiale, c'est 0. Ensuite, la contrainte axe due au moment. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que j'ai besoin de le calculer? C'est égal à quoi ici au point A? La contrainte de flexion au point A est égale à combien? Here. Elle est combien? À l'axe neutre. Elle est 0 parce que notre Y égale 0 au point A. Ensuite, pour notre contrainte de cisaillement, on a une qui est due à la contrainte de cisaillement due à l'effort tranchant. Alors, on a V, Q, IT. Cette fois, n'est pas 0 parce qu'à l'axe neutre, on a notre premier moment d'air maximum. On se souvient de ça. La contrainte de cisaillement est toujours maximum à l'axe neutre. Et on a trouvé le Qmax. Je vous ai donné ce petit truc pour les cercles. C'est juste ça. On n'a même pas besoin de faire le calcul. On utilise cette formule très simple. Alors, à l'axe neutre, on a ça. Alors, si je fais ça, j'ai mon effort tranchant, il est de 1,5 kips. Notre premier moment d'air ici, ça va être Qmax, parce que c'est à l'axe neutre. Alors, on a combien? On avait trouvé combien? On avait trouvé ici, on avait trouvé ça. Alors, je vais mettre 0,6594 inches cube. Ensuite, je divise par mon moment d'inertie. C'est 0,6594 inch à la 4. Et c'est quoi l'épaisseur ici? Qu'est-ce que je vais utiliser comme épaisseur? Hmm? Point 1,25 exactement. OK, deux fois l'épaisseur de paroi parce que je trouve la contrainte de cisaillement ici à l'axe neutre. Alors, je vais prendre l'épaisseur de la section à l'axe neutre. J'ai deux fois 0,125. Donc, ça me fait 0,25 inches.
Alors, si je fais ça, je vais trouver une contrainte de cisaillement qui est de 3,2 KSI. OK? Ici, ça va être important de savoir la direction des contraintes de cisaillement. Elle va être comment? Les contraintes de cisaillement ici, on avait trouvé un V qui est positif ou négatif. On avait trouvé V positif. Alors, la direction des flèches ici, ça va être comment? Ça va être comme ça. Tout le monde est d'accord? OK. Ensuite, pour la contrainte de cisaillement due à la torsion, c'est la même formule TR, IP, rien va changer, alors ça va être 34,1 KSI. Et ici, pour la torsion, ça va être comme ça. Alors, pour le point A, si on dessine l'état de contrainte au point A, on n'a pas de contrainte normale, mais on a des contraintes de cisaillement. On avait trouvé ici une contrainte de cisaillement de 3,2 KSI avec ce qui est montré ici. Et ici, on a trouvé une contrainte de cisaillement de 34,1 KSI, mais c'est dans le sens inverse. Alors, je dois prendre le net. C'est quoi le net? Ça va être 30,9, c'est ça? 30,9. Et ça va être comment? Ça va être comme ça. OK, si je sais, tout le monde a vu, c'est quoi la direction ici des contraintes de cisaillement? OK. Ensuite, pour les faces horizontales, toujours les flèches doivent se rejoindre au coin pour l'équilibre. Alors ici, on a ça. Ici, on a ça. OK. Alors, on a vu plusieurs problèmes. Et la classe prochaine, je vais aussi faire une couple d'exemples de plus pour vous rappeler comment le faire, pour qu'on pratique encore. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on fait dans 3D. C'est une question? Ouais. Parce que j'ai un diamètre externe de 2,5. Diamètre interne, c'était quoi? 2,25. Alors, l'épaisseur de chaque paroi, c'est 0,125. Parce que j'ai deux épaisseurs. Si je fais une coupe, compte l'épaisseur de la section à cette coupe-là, ici et ici. Ouais. Alors, il faut les ajouter les deux ensemble. Donc, ça donne 0,25. Non, l'épaisseur, c'est 0,125. Right? 2,5 externe, diamètre interne, c'est 2,25. Il y a deux épaisseurs, right? C'est bon? Right? D, c'est quoi? Si on ne vous avait pas donné le diamètre interne tout de suite, vous devrez le calculer avec l'épaisseur ici. Alors, D, c'est 2,5 inches et on a 2T, 0,125. Ça donne 2,25 inches. C'est clair? Alors, on a utilisé ça ici. Donc, ici. Yeah. Pourquoi il est le même pour le point A et B? Euh, Oh non, oui, il y a une erreur ici. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour Q max? Oups. Yes, merci. Alors ici, c'est pas 0,694. Merci. Alors 0,519, c'est ça? 35,19. OK. Yeah. Ça vient d'ici. Right? Celui que j'ai montré en jaune. Merci. OK. Faites cette correction.
OK. Alors, il y a une autre matière, on ne coupe pas vraiment dans le cours, mais si on voulait faire le cours plus difficile, on vous donnerait cette matière. Il faut le comprendre. OK? Faire ce cours facile, alors ils ne donnent pas ça. Mais c'est comment faire avec les 3D problems. OK? C'est les mêmes concepts. Mais dans 3D, ça devient plus compliqué. Mais si vous voulez voir, est-ce que vous avez compris la matière de ce cours, vous allez à la fin du cours, pas juste pour passer l'examen, pour vraiment comprendre la matière du cours, c'est comprendre comment faire tous ces exemples 3D. Donc, on va faire quelques-unes maintenant rapidement, mais je vais aussi mettre un autre set d'exemples 3D en ligne. J'avais oublié de le mettre, qui vous donne d'autres exemples. Alors, vous pouvez les pratiquer plus tard pour voir est-ce que vous avez bien maîtrisé tout ce qu'on a vu dans le cours. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive dans les problèmes 3D? En 2D, on a trois équations d'équilibre. Alors, on va faire sum of forces x equals 0, sum of forces y égale 0, sum of moments equals 0. Mais en 3D, il y a six équations d'équilibre. Alors ici, vous allez avoir sum of forces x equals 0, sum of forces y égale 0, sum of forces z égale 0. Et même chose pour les moments. Et six équations d'équilibre. Et même chose pour les forces internes. Ici, on a vu, si on oublie la torsion, on avait N, V et M comme force interne, plus torsion. OK? Alors, quatre possibilités. Ici, la possibilité pour force interne, c'est six forces internes. OK? Et ça dépend du problème. Alors, si j'examine dans ce problème, la force X, ça va être quoi? Ça va être une force quoi? Que dépendamment, si on demande par exemple ici, à cette section, ici de trouver les forces internes, la force X, ça va être quoi? Une force axiale ou un effort tranchant ici? Axiale. OK? Ensuite, vous avez VY, pas VY, FY. FY, ça va être un effort tranchant, V. Right? Ça, c'est shear force. Ensuite, vous avez FZ. Ça aussi, c'est un effort tranchant, shear. OK? Même chose pour les moments. Vous avez MX. MX, ça va être quoi? Est-ce que c'est un moment de flexion ou quoi? Pour ce problème, encore, il faut voir qu'est-ce qu'ils définissent dans le problème, parce que ça va changer pour chaque problème, dépendamment des axes qu'ils choisissent. Donc, MX ici, ça va être quoi? Quel type de mot exactement? Torsion. OK? MY, ça va être flexion. Et ça va être résisté par AY. Ensuite, vous avez MZ. Ça, c'est aussi de la flexion. Et ça va être résisté par IZ. OK? Alors, c'est le même concept, mais il faut maintenant aller de 2D à 3D. Et si on comprend, alors la difficulté dans ces problèmes, c'est juste ça. Comment trouver ces forces internes? Parce que ça devient un petit peu compliqué à maîtriser. Si on fait beaucoup d'exemples, ça va devenir facile. Mais au début, ça va sembler très compliqué. Alors ici, vous pouvez voir, ils ont fait une section ici et ils ont trouvé les forces internes. Ça, c'est les forces internes. Right? Ça, c'est force interne après qu'on applique les équations d'équilibre. OK? Alors, il y a diverses façons de faire. Vous pouvez commencer par trouver les réactions,
et ensuite trouver les forces internes comme ça, ou vous pouvez prendre le DCL qui est montré ici et trouver les forces internes. Alors ici, ils ont examiné ce DCL et ils ont trouvé les forces internes ici, ou vous pouvez prendre ce DCL après que vous trouvez les réactions et vous pouvez venir ici et vous allez trouver les forces internes. OK? Une façon, c'est comme on a vu, si vous voulez faire le DCL ici, la deuxième option, c'est de juste de transférer les forces au point. OK? Alors, si on examine, on veut faire la coupe ici. Right? Alors, je vais juste transférer les forces à ce point. Alors, si je prends cette force de 500 newtons, je vais la mettre ici, 500 pounds. Alors, je vais mettre celle-là ici. Ensuite, j'ai une force ici de 800 pounds. 800 pounds, je vais la mettre ici. OK? Ensuite, il faut faire attention, il y a des distances ici. Alors ici, j'ai une force en direction X. Ici, j'ai une force dans direction Y. Ici, j'ai une distance Z. Ici, j'ai une distance X. OK? Alors, comment ils ont trouvé toutes ces choses? Alors, premièrement, ils ont trouvé un moment de torsion. Alors, ça, c'est MX ici qu'ils ont trouvé. Comment ils l'ont trouvé? Ils ont juste pris, euh, ils ont pris Fy, qui est toujours, si vous voulez trouver Mx, c'est force Y times dz ou force Z times dy. Alors ici, ils ont fait la force en Y, on a 800 pounds multiplié par la distance Z. Alors ici, c'est 800 pounds et distance Z, c'est 14 inches. Est-ce que vous obtenez ça? 1011 200. Oui. OK? Si on avait une force dans la direction Z, ici, on n'a pas de force en direction Z, ça contribuerait aussi. OK? Ensuite, pour this moment ici, ça, c'est un moment dans quel axe? Ça, c'est MY. Euh, oui. Non, ça, c'est MZ, c'est ça? MZ, qu'est-ce qui peut causer un MZ? C'est si vous avez une force en X avec une distance Y ou une force en Y avec une distance X. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Comment on a trouvé ça? Comment on a trouvé celui-là? OK. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? C'est- Yes. Alors, force en X, mais on n'a pas de distance Y, right? Alors, ça ne va pas contribuer, mais on a une force en Y avec une distance X. Alors, ici, on va avoir 800 pounds, pas 800, yeah, 800 pounds, multiplié par distance X, c'est 10 inches. Alors, ça me donne 1000 pound inches. OK? Finalement, on a ça. Ça, c'est MY. Comment ils ont trouvé le MY? Qu'est-ce qui peut causer une MY? C'est si vous avez une force en X avec distance Z ou une force en Z avec distance Y. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une force en X avec une distance Z. Alors ça, c'est juste
500 pounds multiplié par 14 inches. Si vous faites ça, vous allez trouver 7000 pound inch. C'est ça? OK? Alors, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut faire attention parce qu'on a trois forces internes possibles, axiales avec deux efforts tranchants et trois moments possibles, une qui est torsion et les deux autres sont des moments de flexion. OK? Ensuite, je vais combiner tout ça. On va terminer ici sur cette page. Pour ceux qui copient. Terminé? OK. Alors, ici, ça, c'est tous les types de forces internes qu'on a trouvées. Et chacune va causer un type de contrainte. OK? Pour les contraintes normales, qu'est-ce qui peut causer une contrainte normale? Cette force axiale peut causer une contrainte normale. OK? Ensuite, ce moment de 8000 pounds aussi il peut causer une contrainte normale. Et ce moment de 7000 pounds inch, il peut aussi causer une contrainte normale. OK? Alors, celui-là, ça c'est, on a trouvé, ça c'est, on a dit ça c'est X, ça c'est Y, c'est ça? Ça c'est Z. OK? Alors, la force NX est égale à 500 pounds. OK? Ici, je vais utiliser cette formule. NX sur A. Ensuite, j'ai le moment ici de 8000 pounds inch. Ça, c'est un moment dans quel axe? Ok, vous vous souvenez le truc pour savoir quel axe résiste le moment? Je vous ai dit remplacer le moment par une double flèche. Tout le monde se souvient de ça? Et ça va vous dire c'est quoi l'axe qui résiste le moment. Alors, ce moment de 8000 pounds inch, c'est dans quel axe? C'est M quoi? MY ou MZ ici? Le 8000 pounds inch, c'est MY ou MZ? Qui peut me dire? C'est quoi? Si vous mettez votre pouce dans la direction du moment de 8000 pounds inches. Votre pouce pointe dans quel axe? MZ. Donc ici, MZ est égal à 8000 pounds inches. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette formule. MZ, Y, quel moment d'inertie? IZ. Je vais utiliser ici. OK? Ensuite, ce moment de 7000 pounds inches, ça c'est moment dans la direction Y. Encore une fois, comment je sais, c'est le moment in Y. Je mets mes doigts dans la direction du moment, mon pouce va pointer dans la direction de l'axe qui résiste ce moment. C'est un moment de 7000 pounds inches dans la direction Y. Alors ici, je vais utiliser oups, MY. C'est quoi la distance ici? Au lieu de Y, qu'est-ce qu'on va utiliser? Z sur IY. OK? Ensuite, ça c'est pour les forces qui causent des contraintes normales. C'est quoi les forces qui vont causer des contraintes de cisaillement? On a ici 7 forces. Celle-là, le 8000 pounds, ça c'est un shear force. Ça c'était VY. OK, ça va causer une contrainte de cisaillement. Alors, il y a VY qui sont possibles. Il y a VZ
Z qui peut aussi causer une contrainte de cisaillement. Et c'est quoi aussi qui peut causer une contrainte de cisaillement? C'est la torsion en X. Alors, ça c'est Vy. On a ici, on n'a pas de Vz, mais on a de la torsion. Alors ici, ça c'est mon Mx qui était la torsion X, c'était 11 200 pounds inches. OK? Alors ici, je vais utiliser la formule VQIT pour trouver la contrainte de cisaillement. Ici, je vais utiliser TR sur IP. OK? Alors, c'est ce qu'on fait ici. Alors ici, pour la contrainte normale en X, il faut combiner toutes les choses qui peuvent contribuer aux contraintes normales. On va calculer chacune d'eux, comme il est montré ici. Alors, il calcule celui-là. On nous demande au point A. Alors, on va calculer. C'est où le point A? Il est ici, à l'axe neutre, ici. Un des axes neutres. Alors, ici, on calcule celui-là. Ça, c'est juste pi r au carré. On peut utiliser pi sur 4d au carré. Ensuite, la contrainte A, due au moment de 8000 pounds inches. Ça, c'est notre MZ. OK? Ici, pourquoi c'est 0? Parce que Y equals 0 au point A. Alors, c'est 0. Ensuite, on a notre moment in Y. Ça, c'est notre moment in Y. Alors, je vais utiliser ici MY. Ici, je vais faire attention, c'est Z. La distance Z au point A, c'est quoi? Il y a ici deux axes neutres, right? Un axe sur l'axe Z et un autre sur l'axe Y. Alors, la distance euh, Z, elle est de la distance du rayon. OK, alors ici, on a Z qui est égal à 0,5 inches de l'axe neutre jusqu'à A. OK? Et ici, ça, c'est I, Y. OK? C'est pi, ils ont utilisé pi sur 4 rayons à la 4, ou vous pouvez utiliser comme on fait normalement, c'est pi sur 64 d à la 4. OK? Les deux vont donner la même chose. Et ça, c'est pour les contraintes normales. C'est bon? On continue. Maintenant, pour les contraintes de cisaillement, on a dit, il y a ça et ça qui vont contribuer à la contrainte de cisaillement. On a dit, c'est Vy, Vz et torsion X. On a ça et on a ça. Celui est égal à 0. Right? Alors, on va commencer avec, alors on va mettre si on avait un Vz aussi, on va inclure la contribution de Vz. Alors, je vais faire ça. Je calcule ici le premier moment d'air. Alors, on peut utiliser notre truc pour Qmax. C'est juste d cubes sur 12. Ici, on l'a calculé. Ici, vous faites d cubes sur 12. Et 2 multiplié par 0,75 cubes sur 12. Vous allez trouver ça, right, pour un cercle. Qmax, on a dit. Ça, c'est au point A. Alors, c'est au Qmax. Alors, je vais faire ça. Et ensuite, je vais calculer. Alors, ça, c'est V Y. Ça, c'est Q au point A. Ça, c'est notre moment d'inertie. Et ça, c'est l'épaisseur T au point A. C'est égal au diamètre. OK? Ensuite, la torsion, ça, c'est notre moment X qui est égal à 11 200 pounds inches. Pour trouver la contrainte de cisaillement due à la torsion, c'est juste ça. Alors, ici, ça, c'est T. Ça, c'est notre rayon. Ça, c'est IP. Ici, ils ont utilisé pi sur 2 d à la 4, r à la 4, ou on peut utiliser la formule qu'on a vue, nous. C'est pi sur 32 d à la 4. OK? Ensuite, vous allez faire le sommaire. Et ça, c'est l'état des contraintes en 3D pour ce point. OK?
Alors, il y a une couple d'autres exemples que vous pouvez voir vous-même. Il y a cet exemple avec 3D aussi. Donc, c'est une structure très simple. Vous pouvez voir les contraintes de 3D sont importantes aussi. Ça, c'est une structure le plus simple que vous pouvez avoir. Juste une colonne avec une point load. Mais il faut savoir comment traiter ce problème. Alors, encore une fois, il faut trouver tous les types de forces internes. Il trouve ici les forces internes. Alors, encore une fois, il faut faire attention avec les systèmes d'axes. Alors, ici, il y a Fy, Fx et Fz. Ici, ça, c'est 0. Ça serait shear. Alors que ici, c'est axial. C'est 70 kN compression. Et ça, c'est axial. OK? Encore une fois, on a Mx, My, Mz. Je commence avec My. Mx, ça, c'est torsion. My, c'est torsion ici. C'est 0 dans ce problème. Et Mz, Mx et Mz, ça, c'est de la flexion. OK, alors vous pouvez utiliser le truc que je vous ai montré pour trouver cette force. Dans ce problème, on a une force en Y ici et on a un moment in Z, celui-là, et on a un moment en X, c'est celui-là. OK, avec ça, après qu'on trouve les forces internes, comme je vous ai dit, ça c'est l'étape qui est difficile. C'est pas difficile, il faut juste se concentrer pour trouver ces forces. Après qu'on trouve ces forces, c'est juste l'application des formules. Je peux aller à la prochaine page. OK, alors vous allez appliquer les formules, prendre la contribution de chacune des contraintes. Et ici, vous avez juste des contraintes normales. X, Y, Z. Yes. Et alors, vous allez faire ça. Vous allez trouver les contraintes ici, à chacun des points. Ici, les contraintes d'utilisation equal 0 parce que Vx et Vz, les deux sont 0. Ici. Alors, il n'y a pas de contrainte de cisaillement. OK? Alors, je vais vous mettre un autre set. Vous pouvez voir vous-même, celui-là. OK, ça, il y a beaucoup d'exemples. Ça répète un petit peu, ça explique en plus de détails. J'ai mis ici un lien d'un YouTube vidéo qui est très bon. Si vous voulez comprendre ça, vous pouvez le voir. Et alors, j'ai fait le sommaire de ce qui est dans cette même vidéo pour que vous pouvez suivre. Et ici, il y a beaucoup d'exemples. Alors, vous avez cet exemple, cet exemple. OK? Alors, ça, c'est pour les contraintes combinées. Alors, semaine prochaine, on va être capable de maintenant utiliser l'état des contraintes pour faire la transformation des contraintes et dessiner quelque chose qui s'appelle le cercle de Moore. Ça, c'est la semaine 10. OK? Et en fait, va nous laisser la semaine 11 où on va couvrir les déflexions. Alors, ça, c'est pour ça. Juste deux annonces. Pour votre devoir, il y avait un devoir cette semaine, devoir 7-8, c'était cette semaine. Devoir 9 et 10, encore une fois, il n'y a pas un devoir pour la semaine 9, il est combiné pour la semaine 9 et 10. Mais je vais peut-être le poster de ce week-end pour ceux qui veulent commencer, parce que vous pouvez faire les premiers deux problèmes. OK? Et la semaine prochaine, on va faire un couple d'exemples de plus sur ça et faire la transformation des contraintes, les contraintes combinées. Pour le projet, je vous ai donné 2 jours de plus pour compléter le devoir 4. Ça, c'est le dernier devoir du projet. Après ça, il faut commencer la construction.
Je n'ai pas fixé la date encore, mais c'est probablement soit le 28 mars, vendredi 28 mars, ou la dernière semaine de classe. Je dois voir avec le lab. Alors, il faut commencer à construire. Et pour votre rapport, vous pouvez voir la dernière partie de la présentation 3. Ça explique ce que vous devez faire dans le rapport. Vous allez voir, c'est juste les devoirs 1, 2, 3 et 4 avec un abstract, une introduction et une conclusion. Alors, si vous avez bien fait les devoirs, ça devrait être rapide pour le euh, rapport, mais n'oubliez pas qu'il faut construire votre pont. Il faut commencer à planifier ça. OK? Merci tout le monde. Merci.